Merci d'être là. Grand merci même. Vous êtes à Kiev actuellement, chez vous, donc au cœur de ce réel dont nous venons de parler. Et donc, je vous passe la parole. Vous avez trouvé un très joli titre, Psychanalyser en temps de guerre aux chandelles. Voilà, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Christiane, pour cette invitation. Je remercie tous les présents pour votre intérêt sincère pour ce qui se passe maintenant dans l'espace, surtout psychanalytique en Ukraine. Donc, le 23 février, la nuit, à la veille de la guerre, 10 heures du soir, je rentre de mes classes de tango habituelles chez moi. Je n'arrête pas de ressasser dans mon esprit la phrase de notre professeur adressée aux garçons. Si quelque chose se passe, vous savez où aller, au bureau des recrutements militaires. Et si quelque chose se passe, à partir de maintenant, vous tiendrez les fusils entre vos mains aussi près du corps que vos partenaires. Maintenant, votre partenaire est un automate. C'était le premier moment d'angoisse réelle. On n'a jamais parlé sur des choses sérieuses dans les classes de tango. Une semaine avant la guerre, j'ai eu un rêve. Je me réveille au son d'une sirène que je n'ai jamais entendue dans ma vie. Le son d'une sirène avant qu'une fusée ne tombe. Je rencontre beaucoup d'Ukrainiens. Ils avouent avoir rêvé de la guerre la veille. Personne ne prêtait pas attention à ces rêves-là. Il s'agit de l'angoisse refoulée qui était déjà dans l'air. Un mois avant la guerre. Les soldats m'ont raconté que pendant un mois avant la guerre, c'était très tentant pour eux de regarder des films sur la Seconde Guerre mondiale. Et je l'avoue, le début de février, je cherchais aussi des films en noir et blanc sur l'armée soviétique sur YouTube. Je ne voulais rien regarder d'autre. La sensation de loisir et de divertissement était refoulée au second plan. Peut-être dans cet espace d'information de janvier-février, un tel désir de se lancer dans les mémoires de Seconde Guerre mondiale aidait-il à faire face à l'angoisse. Mais l'angoisse de février est une angoisse qui ne ressemble à aucune autre angoisse. C'est trop réel, le sentiment de mort est réel. Donc, comment les gens parlent de la guerre en Ukraine? Il existe 4 discours principaux. Le premier discours de ceux qui n'ont pas été touchés directement par les actes militaires. Toute la famille reste en vie, les maisons n'ont pas été détruites. De quoi parle-t-il? À propos de la survie. Comment survivre? Comment protéger à sa famille? La vie est réduite presque à la survie. La majorité ne s'occupe que de cela, de l'eau, de la nourriture, de l'électricité. Nous nous battons pour sauver des vies. Deuxième type de discours, de ceux qui ont été touchés directement par la destruction, la mort. Ici, on entend le discours accessible et évident de l'agression, le trauma, le deuil, la réparation et la justice. Troisième type de discours, de la génération soviétique, à laquelle appartient d'ailleurs Poutine et pas Zelensky. Cette génération ne veut pas quitter leur maison. Je peux continuer? Oui. Bon, donc, cette génération vos micros, s'il vous plaît. Oui. Ne veut pas quitter leur maison, leur région, leur façon de vivre, leur système de pensée, même si tout autour a été transformé, a été détruit, il ne reste plus leur maison. Ils veulent, ils persistent, ils insistent sur le fait de rester
sur leur place, sur leur territoire. Les Ukrainiens venant de l'Union soviétique s'obstinent inutilement à rester sur leur propre terre plutôt que d'être évacués quelque part, même vers l'autre région de l'Ukraine. Et quatrième type de discours de la génération jeune, née dans l'indépendance. Nous pensons que la vie peut finir dans n'importe quel moment. Et tout ce qu'on a toujours voulu faire, même les désirs les plus refoulés, on essaie de les réaliser ici et maintenant. On pense que le demain ne viendra pas. Comment les gens font avec la guerre? Je vais parler sur la privation et le déni. La privation. La guerre soulève la question de la privation. Privation, castration, frustration. La guerre est la privation et la castration dans sa forme la plus pure. La castration est la partie la plus difficile qu'on vit. La guerre est partout. Il semble qu'il n'y a pas de répit. Il y a des sirènes tous les jours et la première pensée est-ce que la fusée va tomber chez moi? J'ai vu les explosions devant la fenêtre au centre de la capitale, devant ma fenêtre. On suivit des nouvelles d'actualité du matin jusqu'à la nuit. On entend des menaces au quotidien, une bombe nucléaire, chimique, des drones iraniens, des missiles iraniens contre lesquels nous n'avons aucune défense aérienne. Il n'y a pas d'électricité, de l'eau, d'Internet, parfois pendant 8 heures dans la capitale. On vit dans la privation, la frustration, mais on fait avec. Et personne ne se rend. Plus personne fuit le pays. C'était les 2 premières semaines les plus terribles parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. La peur est là, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas le sujet. La peur se transforme en résolution, en engagement. Je ne céderai pas. Le déni. Seulement quelques-uns peuvent parler de la guerre, des vraies privations, des souvenirs traumatisants. Un gars de 20 ans qui doit se faire amputer la jambe des mains me parlait d'une fille qu'il avait larguée par SMS lorsqu'elle a découvert qu'il allait perdre sa jambe. Et il ne s'inquiétait pas de la douleur et il s'inquiétait de la douleur de la perte amoureuse et pas la physique. Et l'autre partie de mon exposé, c'est la clinique de la douleur et la place du psychanalyste. Nous nous sentons solidaires envers les autres par le sentiment partagé de vulnérabilité. La place du psychanalyste s'échange. Parfois, il faut répondre à SMS d'agonie venant d'un soldat à 2 heures du matin pour être là dans le moment de la douleur. Psychanalystes ne sont plus seulement des médecins et des soignants, mais aussi des conseillers en matière de guerre psychologique et de torture. J'aimerais terminer mon récit avec un cas. Vers 4 heures, il fait déjà noir dehors ici, à Kiev. C'était le premier jour de la coupure de l'électricité à Kiev. Je recevais un patient dans mon cabinet dans l'obscurité totale avec 3 bougies qui à peine illuminaient l'espace d'un coin. Dans le noir, la crise s'est déclenchée chez mon patient bipolaire qui a sauté du canapé, s'est mise à sangloter de façon incontrôlable, a fait le tour de la pièce et a menacé de tout détruire. Il a sangloté qu'il avait peur d'être enrôlé dans l'armée, même avec son diagnostic. Et il accusait tout le monde. Son comportement était extrêmement agressif. La seule pensée qui tournait dans ma tête, si seulement il ne commençait pas à détruire quelque chose maintenant, c'est-à-dire passer à l'acte, car le risque était énorme. Dans le noir,
Je l'entendais, mais je ne le voyais pas du tout. C'est un petit morceau sur la psychanalyse dans le noir aux chandelles pour montrer comment la psychanalyse s'est fait pendant la guerre. Même dans ces conditions de la privation, on peut psychanalyser. On peut parler sur le réel dans lequel se trouve le psychanalyste et le patient en même temps. La pulsion de vie doit dépasser la réalité de la mort pour pouvoir travailler avec les traumatismes des guerres. Et cette histoire a aussi sa continuation et je suis en train de ramasser les cas pareils pour vous proposer leur analyse qui restera pour nos prochaines réunions. Merci Yana pour ce témoignage très émouvant. Bon, je dois dire que une première réaction comme ça à chaud, j'ai toujours pensé d'ailleurs, même en dehors des situations comme celles que vous connaissez de guerre, mais on en parle très peu, hein, n'est-ce pas, de la psychanalyse d'urgence. Je pense qu'il y a une psychanalyse d'urgence. On est parfois consulté dans l'urgence par quelqu'un qui est suicidaire, ou on vous appelle parce que la petite sœur elle est au bord de la fenêtre. Ça nous arrive, hein, et nous avons un certain nombre de repères pour intervenir et parfois avoir des effets rapidement, hein, pour éviter le pire. Et c'est ce que vous nous rappelez, c'est ce que je retiens pour l'instant, c'est que même dans les situations les plus barbares, hein, de privation, de frustration, eh ben, en ne cédant pas sur son désir, comme disait l'autre, le psychanalyste, le feu de la pulsion de vie peut être maintenu, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment une parole de courage. Merci. Je passe la parole. Oui, Agnès Benedetti, je vous remercie pour votre exposé. Est-ce que c'est possible, alors j'ai peut-être pas bien entendu, pas bien compris, d'avoir la fin du récit de cette affaire de la psychanalyse dans le noir, qui m'a fait penser à cette phrase célèbre: «Quand tu parles, il fait plus clair». Oui, en fait, il y a une continuation de cette histoire et j'ai plein d'histoires comme ça. C'est juste, c'était pas l'objectif de mon exposé aujourd'hui d'analyser ce qui se passe parce que ça va prendre beaucoup plus du temps. Mais je veux vous dire que maintenant, ça c'est la réalité, le réel de psychanalyser en Ukraine. On n'a pas de conditions dans lesquelles on psychanalyse normal. Parce que soit on coupe d'Internet, soit il n'y a pas d'électricité et le patient qui a dû se connecter même par ligne, en ligne, il disparaît. Et il peut m'écrire uniquement le lendemain, qu'il n'a pu pas venir. Donc, chaque session qu'on a, c'est une session extraordinaire. Et euh, pourquoi je préfère de parler d'un complexe de ce cas? Parce que moi, j'ai déjà une idée de qu'est-ce qui se passe et de cette spécificité en Ukraine. Donc, si nous aurons l'occasion de se voir peut-être pendant les autres réunions, je pourrais me concentrer plutôt sur ce parti-là. Qu'est-ce qui se passe dans le noir? Qu'est-ce qui se passe avec les appels à 2 heures du matin? Mais je pense il y a quelque chose si on continue à psychanalyser et de réserver cette position extrêmement neutre, extrêmement analytique, ça va pas se passer. Surtout avec les soldats sur lesquels je viens de vous parler. Si, par exemple, si je ne raccroche pas le téléphone pendant la nuit, quand il a vraiment besoin d'entendre qu'il y a quelqu'un qui prend soin de lui, il ne viendra
plus dans voilà, la prochaine fois. Et je pense que c'est ça la question de psychanalyse, si elle peut tenir sa place, même par la voie de sa transformation, de s'adapter à ce qui se passe. Oui, bon, merci pour cet exposé. Je dois dire que, comment dire, c'est un petit peu compliqué parce qu'à la fois, je pense qu'il faut être attentif à ce qu'il y a vraiment de spécifique dans ce dont vous nous parlez et Oui, qui bah nous écoute, confronte à ce qui se passe dans ce c'est pays. très gentil. Pardon? Oui, là, je regarde, ça prend beaucoup de temps. C'est un séminaire de Sciences Po que Jean-Marie nous a recommandé et qui suit par Zoom. Et là, moi, je me suis mis sur Zoom, sur la psychanalyse en temps de Alors, guerre. apparemment, Et donc, ce il y a qui des est dit n'est Ukrainiens pas là dit qui à notre interviennent, propos. voilà. Et il faudrait que tous ceux qui ne participent pas. Et toi, tu as une petite voix là. Il faut couper le micro, là. Mm-hmm. Je ne sais pas qui est-ce qui parle. Bon. Il faut couper le micro, en tout cas. Ouais. Bon, bah écoute. Bah oui. Je comprends. Je comprends que c'est sûr que tu as une vie qui peut poser beaucoup de questions, mais moi, je ne saurais pas quoi te dire d'autre que ce que te dit ta maman. En fait, là, on est vraiment devenu complètement d'accord. Mais je ne sais pas à qui, je dois dire. On l'a été plus qu'on ne le croit. Alors, je dis au micro qu'il faut couper le micro. Je crois que vraiment, Monsieur Patrice Piron, nous sommes en plein séminaire. Des choses pas compliquées à t'apporter et qu'il faut essayer. Quoi. Non, nous sommes en plein séminaire. Bon, bah écoute, en attendant, merci de raccrocher ou de vous connecter sans micro ou d'appeler la personne que vous voulez. Là, tes rendez-vous, donc c'est pour le boulot. Jean-Marie, tu peux couper le micro, je crois. Tu as en vue un boulot qui remplacerait celui que tu... Ouais, bon, Qu'est-ce que c'est que ce effectivement, truc, chaque chose en son temps. Hein. Ouais. Bien. Bah écoute... Il téléphone à Jean-Marie. Bah écoute, quand tu veux, moi je pense que là, ta maman doit être... quelle heure il est? Oui, 4 heures. Elle doit être avec Marie maintenant, je pense. Qui doit être rentrée dans sa maison. Et puis voilà. Donc en principe, elle reste chez Bénédicte ce soir, je pense. Je pense pas qu'elle décide de rentrer tout de suite. Enfin, voilà. Bon, là, finalement, moi, avec ce truc-là, j'ai toujours pas commencé mon bois. Donc, à mon avis, ce sera pas pour aujourd'hui. Et puis, voilà. Bah, écoute, mon grand, bon courage. Essaye vers 6 heures, là, de changer d'activité, puis de prendre un truc qui... Plus extrême. Nous apprenons de pratiques plus extrêmes ne fait que renforcer notre envie justement d'inventer, de ne pas rester aux formes traditionnelles qui souvent ne répondent à rien. Je dois dire que Christian parlait d'urgence. Les situations d'urgence, parfois elles arrivent sans qu'on les ait prévues, mais il y a des cas où nous sentons que tel ou tel analysant peut se retrouver au bord d'un appel d'urgence. Et parfois, moi je dois dire, ça m'arrive de dire aux gens, n'hésitez pas. Hein, si d'ici la prochaine séance, il y a quelque chose de vraiment difficile, appelez-moi. Hein. Généralement, ils n'appellent pas à 2 heures du matin, mais ils appellent parfois vraiment très en dehors des horaires qui sont l'heure, et parfois c'est tout à fait essentiel. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la psychanalyse en temps de guerre nous apprend des choses sur notre psychanalyse en temps de paix.
Je n'entends pas. Allez-y. Oui, tout à fait. C'est un genre de psychanalyse tout à fait particulier. Il faut l'inventer. Pour moi, en tant que psychanalyste, parfois, il faut chercher, comme il n'y a pas de stabilité de cette place fixe, il faut toujours chercher où on peut parler avec le patient, chercher un petit coin. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait dans le cabinet. Mon cabinet, maintenant, il est fermé parce que c'est trop dangereux d'y aller maintenant. Il se trouve au centre de la capitale, pas loin de bâtiments administratifs, d'office du président. Et donc, et parfois dans les maisons, il n'y a pas d'internet du tout. Il faut chercher un bâtiment, un café où il y a internet. Et parfois, internet se coupe au milieu de la conversation. Parfois, l'analyse termine à cause de la faille d'Internet à peine commencée. Donc, il faut essayer de pouvoir aider, même avec ce petit morceau du temps, ce qu'on a. Mais surtout, moi, je suis en train de travailler avec les soldats dans la clinique, avec qui tous les psychanalystes que je connais refusent de travailler. Je suis l'unique qui continue ce travail depuis quelques mois. Et ce sont des cas vraiment difficiles. Ce sont surtout les garçons de 18 ans, de 20 ans. Mais il y a aussi d'autres catégories d'âge. Il y a des soldats qui, quand ils voient, ils entendent, bon, ce psychologue est venu, il montre beaucoup d'agression, énormément d'agression. Il a l'impression que tout ce qu'ils ont refoulé pendant leur service, leur séjour, voilà, je ne sais pas comment appeler ça, dans les tranchées, il essaie de le projeter ou passer à l'acte avec le psychologue, de l'agresser. Et ça, vraiment, ça coûte énormément d'énergie de pouvoir assister même à ce genre de gens à qui tu viens. C'est pas qui ils viennent te voir, mais tu viens dans leur chambre parce qu'ils peuvent pas bouger et on ne sait pas pendant combien de temps ils vont rester immobiles. Et c'est aussi une autre façon de penser psychanalyse. Et je peux vous dire que il y a des psychanalystes avec, je parle même pas psychanalystes, les psychologues, je dirais, qui ont autant de peur de confronter cette amputation, cette expérience de la mort, de la destruction, qu'ils préfèrent de n'utiliser pas leurs ressources qui pourront être valides et efficaces. Et voilà, donc cette clinique qui a autant besoin d'invention, d'exploration, reste sans réponse de la part de psychanalystes. Moi, il y a juste une collègue, on essayons ensemble d'inventer. Parce que moi, franchement, je demandais beaucoup de mes collègues français aussi, américains, pour partager leur expérience ou des matériels sur le travail avec un soldat qui vit dans la guerre, quand la guerre n'est pas encore finie, quand il doit revenir dans cette guerre. Et malheureusement, je ne sais pas, peut-être je n'ai pas demandé assez, mais on m'a pu fournir tout type d'informations sur PTSD, sur le trauma, mais rien qui parle comment soutenir un militant qui se trouve maintenant ici, sous les bombes, dans les tranchées. Et ça, ce que j'ai inventé,
Je leur dis que voilà, c'est mon numéro de portable. Peut-être vous n'aurez pas besoin de m'appeler, mais vous savez, s'il y a quelque chose qui, quand cette peur revient, vous avez ce numéro, vous toujours vous pouvez appeler. Et je pensais que je ne vais pas recevoir d'appel du front, mais ce n'est pas le cas. C'est évidemment pendant la nuit, le matin tôt, il arrive de cette attaque d'angoisse et c'est plutôt comme un enfant qui te parle qu'un soldat avec un soldat bien équipé. Donc, mais il y a plein de choses qui vraiment on peut parler. Je veux juste prendre trop du temps. Je pourrais le préparer pour voir quel genre de cas, quel genre de privation on confronte. Bon, voilà. Merci, c'est très précieux, effectivement. On continuera sur cette piste que tu as lancée, sans aucune inhibition, je dois dire, analytique. Ça me rappelle juste une anecdote. Sappho me racontait qu'il admirait particulièrement Lacan parce qu'il savait écouter quiconque, n'importe où, n'importe quand. Hein. Ça, c'est la pratique analytique, hein, et c'est la pratique d'un analyste. Hein. Quelle que soit l'heure, quel que soit le lieu, hein, il peut prêter son oreille, si l'on a le désir, bien sûr. Hein. Pas une question d'analyse, c'est une question du désir d'analyse. Voilà, merci. Joël, oui, très brièvement, si tu veux bien, parce qu'il faut que... Non, ce que j'ai trouvé très intéressante, l'allusion à la question de à la question de la privation. Hein. Et ce que je voudrais proposer, qu'il y a dans l'analyse une sorte de dialectique entre la douleur et la souffrance, hein, où la douleur, c'est à la limite une insuffisance des processus de symbolisation, et la souffrance, c'est la présence des processus de symbolisation. Je pense que la psychanalyse en situation de guerre, on est lancé dans une situation d'une douleur permanente et que le rôle des psychanalystes, c'est d'aider les patients à symboliser le minimum pour sortir de cette impasse abyssale. Et reprenant la question de Hoffman sur la psychanalyse dans l'urgence, la situation de guerre se rapproche d'une situation d'urgence. Je pense qu'on peut rapprocher ça, Christian, de ce que Lacan appelle les moments cruciaux de l'analyse. Le moment crucial de l'analyse, c'est toujours un moment de décompensation subjective, c'est un moment traumatique, c'est un moment de discontinuité, de sorte que dans les moments cruciaux de la psychanalyse, nous sommes toujours dans un moment d'urgence, c'est fondamental en toute et quelconque analyse. C'est ça que je voudrais proposer comme théorisation. Merci Joël. Merci beaucoup. Yana, un dernier mot, si tu veux. J'aimerais vraiment, ça ce que j'aimerais de ma part personnellement exprimer, que on ressent beaucoup le soutien qui vient de la part de l'Occident, mais surtout de la part de mes amis en France et de chez vous. C'est quelque chose que je pense, sans ce soutien, sans cet espoir, cet appui, on ne peut jamais vaincre la guerre. Et on ressent que malgré toutes ces privations, toute frustration qu'on vit au quotidien sans la pause, c'est très important d'avoir ce sentiment de l'appui, et peut-être cet appui extérieur, c'est la chose qui nous aide à nous tenir, que sans cet appui, cet intérêt, cette contribution, je suis sûre qu'aucune guerre, et surtout cette guerre-là, ne pourra être vaincue.
On est de tout cœur avec vous. Merci beaucoup. Merci Yana. Bien, donc on va continuer avec l'intervention de Irina. Où est-ce que j'ai mis mon